Salut à tous les futurs grands généraux, c'est les Rohan. Dans les deux dernières vidéos, on a posé les bases de Kingdom que je trouvais important de clarifier avant d'entrer pleinement dans le manga. On a d'abord analysé la carte et l'enfer géopolitique des royaumes combattants, puis on a décrypté l'intrigue principale du manga, le projet fou d'unification de la Chine d'Heisei, tout en donnant quelques raisons du pourquoi il faut absolument lire ce manga, donc n'hésitez pas à aller check sur nos comptes les deux dernières vidéos ou soit dans la description. Aujourd'hui, on se retrouve pour clore cette trilogie d'introduction que vous pouvez d'ailleurs retrouver prochainement dans une playlist dédiée sur la chaîne. On va s'intéresser aux fondations même de l'univers Kingdom pour comprendre l'environnement dans lequel nos personnages évoluent. Donc c'est parti et bonne vidéo. Pour aborder tout ça, on va analyser les dernières fondations du manga sous trois angles différents. D'abord, on va s'intéresser à l'organisation de la société et son rapport au caste, c'est-à-dire comment la naissance fait la loi dans ce monde et comment l'armée devient la seule exception pour briser ce monde qu'on va qualifier de fermé. Ensuite, on parlera de notre deuxième point qu'on va appeler deux visions de la guerre en vous expliquant rapidement ce qui différencie les généraux stratégiques et les généraux instinctifs. Un point relativement important que l'on voit très rapidement au début du manga. Et enfin, on garde le plus croustillant et le meilleur pour la fin, le titre suprême, le mythe ultime, le rêve de notre protagoniste Shin. On va parler des grands généraux sous les cieux. L'objectif de cette vidéo, c'est de poser un cadre clair sur le lore de Kingdom. Ça permettra aux nouveaux venus d'avoir toutes les clés en main pour comprendre le manga et aux plus anciens de revoir tout simplement les bases. Ainsi, cela permettra à tous de se préparer pour les analyses et les gros débats qu'on va envoyer sur la chaîne. Pour bien attaquer ce premier point, on va prendre un peu de recul pour comprendre le monde dans lequel évoluent nos personnages. Dans Kingdom, les 7 états fonctionnent tous sur un système féodal pur et dur. Par définition, le système féodal, c'est un mode de gouvernement où le pouvoir politique et militaire est fragmenté. Le souverain suprême partage ses terres avec une élite noble, créant ainsi une hiérarchie basée sur des obligations réciproques de fidélité et d'assistance en cas de guerre. D'abord, il y a des sous-fiefs à l'intérieur même des États. Le roi de chaque royaume ne gère pas tout son territoire directement depuis sa capitale. Il distribue des morceaux de terre à la haute noblesse, à ses généraux et à ses grands généraux. Ces seigneurs gèrent leur domaine de manière quasi autonome, ils touchent les taxes des paysans et surtout, ils entretiennent leur propre armée privée. Ces mêmes armées peuvent être mobilisées pour attaquer un autre pays au cours d'une campagne militaire ou être appelées à défendre le territoire si une attaque ennemie survient non lors de leur fief. Par conséquent, ces troupes doivent se tenir prêtes à n'importe quel moment pour servir les intérêts du pays. Et parfois, c'est dans ces zones reculées que l'on retrouve des généraux, voire des futurs grands généraux compétents qui se terrent à l'intérieur du pays. Dès les premiers chapitres, on comprend rapidement que nos personnages évoluent dans une société de caste et de privilèges totalement verrouillée par trois règles. La première, l'hérédité. Tout se transmet de père en fils. Si ton père est un haut ministre, un haut noble ou un seigneur de guerre, tu prendras naturellement et obligatoirement sa place pour lui succéder. Le pouvoir reste dans la même famille et le même sang. La deuxième que je vais appeler le peuple d'en bas. Les paysans et les esclaves sont rattachés aux terres d'un seigneur. Ils passent leur vie à travailler pour eux et ils peuvent servir de chair à canon dès que leur seigneur décide d'aller faire la guerre ou si l'État les mobilise. Mais ce qu'il faut savoir, à cette époque, la guerre pour les paysans, c'est aussi un bon moyen de gagner sa vie. Et en fonction de tes exploits sur le terrain, tu étais payé en conséquence. Et la troisième, les clans familiaux. Une partie du pouvoir est concentrée entre les mains de quelques grandes familles qui ont parfois autant d'influence que le roi lui-même. On peut donc facilement deviner que c'est à cause de ce genre de dispute interne et de l'instabilité géopolitique de cette période que l'ancien immense état de Jin, mentionné dès le début du manga au chapitre 16, a fini par exploser et se diviser en trois pour créer les états de Han, Wei et Zhao. Bref, vous l'aurez compris, la naissance fait la loi. C'est un monde fermé où toute ascension sociale est limite quasi impossible. Face à cette noblesse, la guerre est vue à la base comme un véritable sport de noble. Et dans le manga, ce genre de profil, ce n'est clairement pas ce qui manque. On pense directement et naturellement à des généraux issus de grands clans de famille, comme la famille Mo avec le bâtisseur Mugu, suivi de son fils Mubu, ou encore Moten, ou alors à la famille O avec Oki, surnommé l'oiseau colossal de Kin. Osen, le chef de cette grande famille, et son héritier Oon. Ces mecs-là sont nés pour commander et diriger de grandes armées. Ils ont été formés, entraînés et éduqués dans les meilleures écoles du pays sur tout ce qui relève de l'art de la guerre, pour honorer leur nom dans un premier temps et inscrire dans la légende dans un deuxième temps le nom de leur prestigieuse famille. Mais face à des guerres totales qui durent depuis 500 ans, la réalité du terrain finit parfois par rattraper les hauts dirigeants. Tout simplement parce que les nobles généraux ayant reçu les meilleures formations militaires ne sont pas forcément les meilleurs une fois sur le champ de bataille. C'est pour cela que les États sont d'une certaine manière obligés de faire des digressions et d'ouvrir une brèche dans ce monde fermé. Pour survivre, ils doivent donner une chance aux non-nobles de faire la guerre et de s'illustrer. L'armée devient alors l'une des seules exceptions. Kokurio Fui, l'ascenseur social ultime où les privilèges de naissance s'effacent devant une seule chose, l'efficacité au combat
et donc sur le champ de bataille. Et à l'état de King, qui est notre point de vue principal, on retrouve parfaitement ce phénomène avec des profils venus bousculer ce système. Shin, notre premier phénomène, un simple esclave orphelin, son nom de famille qui par le cours de l'histoire va réussir à changer sa condition sociale, ou encore Kanki, l'une des véritables stars de ce manga, un chef de bandits sanguinaire caché dans ses forêts et dans les montagnes qui par son seul talent a réussi à terroriser l'ensemble du territoire chinois. C'est pour ça que Kingdom est un banger absolu. En créant ce contraste immense entre une société ultra figée et une armée où seul le mérite compte, Ara donne une force incroyable à son récit. On ne suit pas juste des guerres ou des conquêtes militaires, on suit la trajectoire de personnages hors du commun qui prennent les armes pour bousculer les codes et forcer leur propre destin. Et d'ailleurs, pour terminer sur ce point et avant de poursuivre sur le deuxième, on peut faire un rapprochement direct avec l'intrigue principale du manga. Le rêve d'unification d'Issei, qui je le rappelle, est de détruire les 6 autres nations. Il ne le fait pas pour asseoir son pouvoir personnel sur l'ensemble du territoire. En voulant unifier la Chine, son but profond, c'est aussi de briser définitivement ce système féodal et ses privilèges de caste pour instaurer un pays avec une seule autorité et des lois communes pour tout le monde, du plus grand noble au plus simple paysan. Mais ça, on aura l'occasion de l'analyser plus en détail dans une prochaine vidéo dédiée à ce sujet. Pour ce deuxième point, on va s'intéresser à la manière dont les leaders dirigent leurs hommes sur le terrain. Dans Kingdom, la guerre va bien au-delà des simples soldats qui s'entretuent. On fait face à un affrontement mental et philosophique qui se divise en deux grandes approches, les stratèges d'un côté et les instinctifs de l'autre. Mettons les choses au clair, le but aujourd'hui n'est pas de vous sortir le dictionnaire, de vous donner des définitions théoriques de la guerre ou de vous lister tous les types de tactiques possibles. Ça mérite une vidéo entière et je ferai un focus complet à l'avenir pour décortiquer la stratégie et la tactique en long et en large avec des exemples précis tiré du manga. Dans cette partie, on va aborder les choses au sens global et le plus général qui soit. C'est quoi le rôle d'un stratège? Un stratège, c'est le cerveau de l'armée, voire d'un État. C'est celui qui traite la guerre comme une véritable partie d'échec. Son but, c'est de calculer, de prévoir les mouvements de l'ennemi, d'analyser le terrain et de mettre en place des plans logiques comme des encerclements, des feintes ou des embuscades pour remporter la victoire avec le moins de pertes possible. Et d'ailleurs, est-ce que ce sont forcément des généraux? Absolument pas. Dans le lore, on voit très bien que des stratèges peuvent être des simples conseillers de l'ombre soutenant leur seigneur ou des chefs d'état-major qui dictent les plans depuis la capitale. Dans Kingdom, la grande majorité des personnages sont des stratèges, même si le niveau n'est évidemment pas le même pour tout le monde, cela va de soi. Et face à cette science de la guerre, on retrouve la deuxième doctrine, les instinctifs. Eux, c'est tout l'inverse. Et les instinctifs ne s'embêtent pas avec des plans, disons dessinés sur une carte. Ils fonctionnent à l'odeur du sang, au ressenti et à l'ambiance du champ de bataille. Ils sont capables de repérer un infime changement dans le chaos d'une mêlée, une opportunité invisible pour un œil normal et de tout miser dessus en envoyant une charge dévastatrice. C'est ce qu'ils appellent le feu, un feu qu'il faut absolument rechercher afin d'embraser plus que jamais le champ de bataille. C'est une approche purement bestiale de la guerre, représentée par des personnages cultes comme le grand Jukyu, le papa des grands généraux, le boss aka Renpa ou encore le chasseur silencieux, un certain Keisha. Et c'est là que notre protagoniste Shin entre en jeu. Sans grande surprise, quand on regarde sa condition sociale de départ, on rappelle qu'il est esclave sans aucune éducation ni formation militaire académique. Shin ne pouvait donc pas devenir un génie de la stratégie. Par contre, de par son comportement, sa personnalité, comment il est écrit, mais surtout sa rage de vaincre et son expérience accumulée sur le terrain au milieu des morts, qu'il pourra prétendre réaliser son rêve. C'est cette nature instinctive qui va permettre à Shin, au fil du récit, de prétendre à devenir un général ultra important et respecté sur l'ensemble du territoire chinois. Après, attention, il faut que je souligne un point. Tout le monde ne rentre pas forcément dans une case bien précise. Le manga nous montre aussi des profils totalement uniques. Par exemple, tu as des mecs comme Kanki qui ne rentrent nulle part, même si on peut le qualifier de stratège. C'est un ancien chef de bandit qui a tout appris par lui-même, un autodidacte pur et dur qui fait la guerre avec ses propres règles et une logique de voyou. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales du pourquoi il est autant apprécié. Et à l'inverse, tu as des monstres comme Renpa, c'est pour ça que je l'appelle le boss, qui maîtrise les deux approches à la perfection. Le mec est un génie de la stratégie, un génie de la tactique, mais aussi de l'instinct. Sur le terrain, il est capable de basculer sur son côté instinctif pour renverser la bataille quand la situation l'exige. En d'autres termes, c'est le général hybride par excellence. En gros, pour résumer toutes ces approches et visions de la guerre qui s'affrontent sur un champ de bataille pour un seul et même objectif, c'est de tuer son adversaire dans un premier temps. Cela va de soi, mais surtout d'atteindre le sommet absolu du monde militaire. Et cela me donne une parfaite transition, car c'est exactement le sujet de notre dernier point, le mythe des grands généraux sous les cieux. Et avant de continuer, restez avec moi, la vidéo n'est pas encore terminée et n'hésitez pas à vous abonner car cela donne de la force pour continuer. Donc reprenons. Pour ce dernier point, on s'attaque au sommet absolu du manga, le moteur qui fait avancer toute l'œuvre.
Pour bien capter ce que représente le titre de grands généraux sous les cieux, on peut facilement le rapprocher de concepts ultra connus de la pop culture, comme le roi des pirates dans One Piece, porté par Monkey D. Luffy, ou le Hokage dans Naruto, porté par Naruto Uzumaki. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes forces de Kingdom. Le manga réussit le pari de mixer cette approche très shonen basée sur le dépassement de soi et un rêve d'enfant avec le côté d'une certaine manière réaliste et mature d'un seinen. En gros, ce titre donne une partie de la direction de l'histoire. D'un côté, on a l'intrigue politique avec le projet d'unification d'Heisei et de l'autre, on a la quête personnelle de Shin. Mais la vraie force de l'auteur, c'est de nous faire douter. Est-ce que Shin va vraiment y arriver? Et surtout, est-ce qu'il aura encore l'innocence et la même envie de revendiquer ce titre à la fin du manga après avoir vu autant de massacres et perdu un certain nombre de compagnons? Ce sont des questions intéressantes auxquelles on aura les réponses au fil du récit et ce qui rend le voyage particulièrement kiffant à suivre. Mais alors, qui peut concrètement prétendre à ce titre mythique? On parle de l'élite de l'élite. Mais attention, tous les grands généraux ne sont pas appelés sous les cieux. Il y a une frontière énorme entre un excellent chef militaire et un général appelé des cieux. Pour atteindre ce niveau que l'on peut qualifier de quasi divin, il ne suffit pas d'être bon à la guerre ou à la stratégie ou au combat, car ceux qui portent ce titre sont devenus des symboles vivants. Ils portent sur leurs épaules les espoirs, les rêves, les victoires, les défaites, peu importe, mais aussi la volonté de milliers de soldats morts sous leurs ordres au fil des décennies. Quand un général sous les cieux débarque, l'atmosphère change immédiatement. Sa seule présence, sa seule silhouette suffit à transformer des simples soldats, voire des paysans, en machines de guerre prêtes à mourir pour lui, ou tout simplement terrifier une armée ennemie. C'est ce qu'on appelle le poids, qu'on va approfondir forcément sur la chaîne. À l'époque, ce niveau était atteint par des groupes légendaires. Les 6 grands généraux de Kin, on le retrouvait des monstres comme Akuki, Oki, Kyu, Kushu, Shibasaku et Ukutsu, ou encore les 3 grands cieux de Zao avec Shuza, Rinchuju et évidemment Renpa. Ce sont les légendes vivantes du monde militaire. Lorsqu'un général atteint ce niveau, il a un point aussi important que les ministres, seigneurs ou encore les chanceliers d'État. Et aujourd'hui, le manga nous montre la transition. Le flambeau est repris par des monstres actuels comme Ribuku, Osen, Kanki ou Mubu, pendant que la nouvelle génération avec Owon, Moten, Uyuku et évidemment Shin poussent derrière pour inscrire leur nom dans la légende et redéfinir ce que signifie être un grand général sous les cieux. En clair, ce titre de grand général sous les cieux, c'est bien plus qu'un simple grade militaire. C'est la quintessence absolue, un idéal qui n'est réservé qu'à quelques rares élus capables de marquer l'histoire. Si on résume les 3 vidéos posant les bases nécessaires pour se lancer dans le manga, dans la première, on s'est penché sur la carte et l'enfer géopolitique des Roms combattants. Le but c'était de comprendre la rivalité entre les 7 royaumes et le bourbier historique dans lequel la Chine est plongée depuis des siècles. Dans la deuxième, on a décrypté l'intrigue principale du projet fou d'unification de la Chine, ce rêve presque impossible qui demande de conquérir toute la Chine par les armes et qui sert de fil conducteur à toute l'histoire du manga. Et aujourd'hui, avec cette 3e vidéo, on a vu comment ce monde fonctionne de l'intérieur. On a analysé le système de caste, le choc sur le terrain entre la science des stratèges et le flair des instinctifs, et enfin ce titre mythique, le grand général sous les cieux, qui n'est réservé qu'à une poignée d'élus. En d'autres termes, nous avons toutes les cartes en main pour se lancer pleinement dans le récit de Yasuhisa Hara. Voilà qui conclut cette vidéo. La trilogie sur les bases de Kingdom est donc terminée. N'hésitez pas à aller regarder les 2 précédentes vidéos pour avoir l'intégralité des bases du manga. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, à liker et à partager la vidéo. C'était Lerwan et que la fortune vous accompagne.